Bonjour, donc cette capsule porte sur une séquence de sciences médico-sociales destinée aux élèves de Bac Pro, accompagnement, soins et services à la personne. C'est une séquence de sciences médico-sociales qui porte donc sur la protection des majeurs vulnérables. Donc, pour faire un point sur le sommaire, d'abord nous verrons quelques généralités qui sont les majeurs vulnérables, de quels individus on parle. Ensuite, nous verrons les trois principes fondamentaux euh, d'une mise sous protection. En quatrième point, les différentes mesures de protection, donc les principales, et on verra leurs effets sur le quotidien de la personne protégée. Et enfin, je vous présenterai le juge des tutelles, qui il est et quelles sont ses missions. D'abord, qui sont les majeurs vulnérables? Ce sont des individus de plus de 18 ans. En France, à partir de 18 ans, euh, chaque individu est considéré responsable et capable, responsable de ses actes et capable donc de signer un contrat, de se marier, de faire un prêt, etc. Vulnérables, ce sont pour les personnes donc majeures qui ont des facultés mentales ou physiques altérées, momentanément ou durablement, et qui sont donc en difficulté de s'occuper seuls de leurs propres intérêts. Pour donner quelques exemples d'individus vulnérables, ce peut être une personne adulte, enfin majeure, en situation de handicap, une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle. Ce peut être une personne également souffrant d'une maladie neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Ça peut être une personne qui se retrouve dans un coma profond, après un accident par exemple. Ça peut être aussi une personne souffrant d'une addiction, qui empêche donc à un moment donné de s'occuper d'elle et de ses intérêts. Et puis on va voir aussi d'autres personnes qui ont besoin d'une protection ou en tout cas d'une aide pour assurer leurs intérêts financiers euh, et elles-mêmes. Donc la société se doit de protéger les personnes et leurs biens lorsque ces personnes ont subi donc une altération de leurs facultés physiques ou psychiques, mentales. La protection juridique des majeurs vulnérables va connaître une première réforme par la publication de la loi du 5 mars 2007. Cette loi est importante et prévoit donc qu'une mesure de protection juridique peut être demandée soit par la personne elle-même, par son conjoint, par un parent proche ou par une personne dite alliée. Ça peut être un professionnel. La demande doit être adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile du majeur. Et enfin, la décision d'une mesure de protection sera prise donc par le juge selon trois principes inscrits dans la loi. Il faut avoir en tête qu'une mesure de protection est euh, une limitation des libertés et des droits d'une personne. Donc, elle doit être prise, la décision doit être prise par un juge et en respectant trois principes. Ce qui nous mène au premier objectif, vous devez être capable d'énoncer les principes généraux de la protection des majeurs vulnérables. Vous devez être capable donc de les énoncer, mais également de les comprendre et de les expliquer. Donc la loi du 5 mars 2007 portant sur la protection des majeurs vulnérables repose donc sur trois principes, celui de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. Le premier principe, assez simple à comprendre, c'est le principe de nécessité. Une mesure ne sera prise que si les capacités de la personne sont altérées. La personne doit avoir besoin d'une aide pour assurer ses intérêts. Chaque demande de protection doit être accompagnée obligatoirement d'un certificat médical rédigé par un médecin agréé. Ce certificat atteste d'une incapacité de la personne à se gérer seule. Donc, encore une fois, chaque
Pour chaque mesure, il doit y avoir un certificat médical attestant d'une incapacité. Le deuxième principe, c'est celui de subsidiarité. Comme je vous l'ai dit, une mesure de protection est une atteinte aux droits et aux libertés d'un individu. Donc la mesure de protection choisie doit être la moins contraignante possible pour la personne protégée. Le juge des tutelles va devoir vérifier si la protection de la personne, le choix en fait de la protection, ne peut pas être assuré par une autre mesure plus légère et portant moins atteinte à ses droits. Le troisième principe est la proportionnalité. La mesure de protection choisie va être individualisée en fonction du degré d'autonomie des facultés et des facultés de la personne. Le juge des tutelles va choisir la mesure, va la définir et enfin va l'adapter euh, au degré de vulnérabilité, aux besoins et à la situation de chaque personne. La mesure de protection va être euh, adaptée au cas par cas et personnalisée. Nous en venons maintenant aux principales mesures de protection des majeurs vulnérables. L'objectif numéro 2 est de vous devrez être capable de caractériser les principales mesures de protection, c'est-à-dire les citer, les présenter et également présenter leurs finalités et leurs effets. Les trois principales mesures de protection, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ces trois mesures vont de la moins contraignante à la plus contraignante. Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. Commençons par la sauvegarde de justice. Cette mesure concerne les personnes atteintes d'une altération momentanée de ses facultés mentales ou physiques. C'est une mesure d'urgence et de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté par un mandataire, une personne donc, pour accomplir certains actes. C'est également une solution d'attente avant la mise en place d'une curatelle ou d'une tutelle. Par exemple, ce peut être une personne qui est victime d'un AVC et qui, pendant un moment, n'a plus toutes ses facultés cognitives ou physiques. En attendant qu'elle reprenne, qu'elle recouvre ses capacités, il peut être mis en place une sauvegarde de justice afin de gérer ses intérêts. Donc, l'effet de la capacité sur la capacité juridique et l'administration des biens. Cette sauvegarde de justice n'a aucun effet sur la capacité juridique d'une personne. La personne peut choisir son lieu de vie, elle peut choisir de déménager, elle peut choisir son emploi, etc. Par contre, certains de ces actes vont être contrôlés par le mandataire en cas de vente d'un bien, de location d'un bien ou de la contraction d'un prêt. Cette mesure permet également aux représentants de la personne, au mandataire, de contester, soit en annulant, soit en corrigeant, certains actes contraires aux intérêts du majeur. Par exemple, si le majeur avait contracté des frais pour des produits qui ne lui sont pas d'utilité et qui lui ont coûté très cher, le mandataire peut annuler ses achats, par exemple. La durée, cette sauvegarde de justice est d'une durée d'1 an, renouvelable une fois. Donc la durée totale de la sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 2 ans. Au bout de 2 ans, soit le majeur a retrouvé toutes ses facultés, la mesure de protection cesse, sur décision du juge, ou alors le majeur n'a pas retrouvé ses capacités, et là, il y a l'ouverture pour une demande de mesure telle qu'une curatelle ou une tutelle. La deuxième mesure un peu plus contraignante, c'est la curatelle. Cette mesure est destinée à protéger les majeurs qui, sans être hors d'agir pour lui-même, a besoin quand même d'être conseillé et d'être contrôlé dans certains actes de la vie civile. Cette curatelle est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice ne serait pas une protection suffisante,
c'est le respect du principe de subsidiarité. Et puis, il existe plusieurs degrés de curatelle. Il existe la curatelle simple, la curatelle renforcée et la curatelle aménagée. À chaque fois qu'une curatelle est prononcée, cette mesure doit être, encore une fois, adaptée à chaque personne, à chaque degré de vulnérabilité. La personne qui est chargée de s'occuper des intérêts du majeur vulnérable s'appelle un curateur et il va être choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si la personne à protéger n'a pas de famille, ce peut être également un professionnel. La finalité de cette curatelle, c'est que le curatel assiste et contrôle pour accompagner les actes les plus importants. Par exemple, le curateur donne son accord pour un emprunt. Lors d'une curatelle renforcée, le curateur peut percevoir les ressources de la personne et régler toutes les dépenses, euh, les charges du majeur à protéger. Les effets donc sur la vie quotidienne en quelque sorte. La personne sous curatelle prend seule des décisions relatives à elle-même, comme par exemple le choix de son emploi ou le choix de son lieu de résidence. La personne peut également se pacser ou se marier sans forcément l'autorisation du curateur ou du juge. Par contre, elle doit néanmoins en informer le curateur. Encore une fois, ce point peut être revu par le juge des tutelles. Et enfin, la personne protégée sous curatelle conserve son droit de vote. L'effet de la curatelle sur l'administration des biens. La personne sous curatelle doit être assistée par son curateur pour vendre ou pour acheter un bien ou pour faire une donation. Cette curatelle est d'une durée de 5 ans renouvelable ou 10 ans, si jamais son état euh, ne peut pas évoluer. La mesure prend fin à tout moment, soit le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, elle peut prendre fin également à l'expiration de la durée fixée, donc soit 5 ans, soit 10 ans, et en l'absence de demande de renouvellement de la mesure, ou elle peut être également arrêtée si une mesure de tutelle est demandée, donc une mesure plus renforcée. La troisième mesure, la plus contraignante, la tutelle. C'est une mesure qui est destinée à protéger une personne dans l'incapacité de prendre des décisions la concernant, mais également pour une personne pouvant se mettre en danger. Le juge peut énumérer les actes que la personne peut faire seule ou non. Cette tutelle est faite au cas par cas. C'est cela pour respecter évidemment le principe de proportionnalité. La finalité, donc un tuteur, représente la personne dans tous les actes de la vie civile, dans les actes de la vie quotidienne. Les effets sur la capacité juridique. Le tuteur effectue des actes de la vie civile tels que l'ouverture ou la gestion d'un compte en banque. Le tuteur perçoit les revenus du majeur protégé et règle les factures et les charges. Il peut également s'opposer à des actes de vente si le majeur protégé a effectué des achats euh, non utiles et extrêmement importants. Le tuteur peut annuler, s'opposer à ces achats. En ce qui concerne l'administration des biens, là c'est le juge qui doit autoriser certains actes qui engagent le patrimoine de la personne. Le juge doit autoriser un achat ou la vente d'un bien, il doit autoriser un emprunt bancaire ou une donation. La durée d'une tutelle, elle est de 5 ans renouvelable ou de 10 ans si l'altération des facultés de la personne sous tutelle ne peut connaître une amélioration. La mesure prend fin à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire ou en cas de remplacement par une mesure moins contraignante comme la curatelle. Il existe d'autres mesures de protection en plus de ces trois-là qui sont rentrées en vigueur
en 2015 notamment, une mesure préventive qui est le mandat de protection future. Ce mandat, c'est en fait un contrat qui permet à une personne d'organiser à l'avance sa propre protection ou la protection de son enfant en situation de handicap ou malade. La personne désignée pour représenter le majeur vulnérable au moment venu s'appelle un mandataire. Le mandataire pourra protéger les intérêts personnels et patrimoniaux du majeur vulnérable au moment voulu. Voilà une illustration, par exemple. Donc, ce mandat de protection future peut se faire devant un notaire. Dans cette illustration, donc, on voit un couple, euh, parents d'un enfant atteint de trisomie 21, qui souhaitent organiser à l'avance la protection de leur enfant pour le jour où ils ne seront plus présents. Et ils désirent également désigner la personne qui prendra leur relais. Euh, le notaire peut leur proposer de rédiger un contrat dans lequel les parents désignent la personne qui sera le tuteur ou le curateur de l'enfant et pour prendre soin de lui. C'est donc une mesure qu'on appelle préventive. Une autre mesure qui existe, c'est l'habilitation familiale. Celle-ci a été instaurée par la réforme d'octobre 2015. Cette mesure permet à un proche de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut manifester sa volonté. Par exemple, une personne ayant subi un grave accident se retrouve dans un coma profond pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un proche peut demander d'être responsable des intérêts de la personne vulnérable, donc de la personne plongée dans le coma. Cette mesure permet d'éviter une mesure de protection judiciaire, comme la curatelle ou la tutelle. En fait, une fois que la personne est désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus. D'accord. Mais il va quand même surveiller que les comptes de la personne dans le coma, par exemple, sont bien gérés. On le verra un peu plus tard. Et enfin, les deux dernières mesures que je voulais vous présenter étaient la mesure d'accompagnement social personnalisé, la MASP, ou judiciaire, la MAJ. Ces deux mesures sont des mesures d'accompagnement destinées à aider des personnes majeures mais dont les facultés ne sont pas altérées. Ce sont des personnes qui sont néanmoins en grande difficulté sociale et qui perçoivent des prestations sociales. Il y a donc deux types de mesures. La MASP, c'est la mise en place euh, d'un accompagnement avec l'accord de la personne en difficulté, ou la MAJ, c'est une mesure d'accompagnement là imposée par la justice. Et par exemple, ça peut être un parent isolé qui a peu de ressources, euh, qui a du mal à gérer son budget, qui se retrouve à découvert pendant un, un petit moment, il peut demander une mesure d'accompagnement. Euh, voilà. Ou alors, pour quelqu'un qui est en, à découvert depuis ou interdit bancaire, la justice peut lui imposer une mesure d'accompagnement. La finalité de ces deux mesures, c'est de rétablir les conditions d'une gestion autonome des ressources et des prestations sociales. Ces mesures passent par donc un accompagnement budgétaire avec un travailleur social qui peut être un conseiller, euh, en économie sociale et familiale. Passons maintenant à la dernière partie de cette séquence, le juge des tutelles. Vous devez être capable de présenter, de préciser les compétences d'un juge des tutelles. Qu'est-ce qu'un juge des tutelles? C'est un magistrat qui siège au tribunal d'instance. Il y a un tribunal d'instance dans chaque grande ville en France. Ce magistrat est spécialisé dans la surveillance des administrations légales et des tutelles relatives aux personnes majeures protégées.
Je rappelle qu'une mise sous protection constitue une atteinte euh, à la liberté et aux droits des personnes protégées. La décision d'une mise sous protection doit donc être conduite sous la surveillance d'un juge des tutelles. S. Ces 4 missions importantes à retenir. La première, c'est lui qui autorise la mise sous protection et qui va l'adapter au majeur concerné, toujours en respectant les 3 principes fondamentaux: nécessité, subsidiarité, proportionnalité. Deuxième point, il va désigner la personne chargée d'exercer les mesures de protection. C'est lui qui désigne le mandataire, le curateur et le tuteur, et ce toujours dans l'intérêt du majeur vulnérable. Troisième point important, il est chargé de surveiller la gestion des comptes de la personne protégée. Si jamais le mandataire, le curateur ou le tuteur avait une mauvaise gestion des comptes, alors le juge peut imposer des sanctions financières. Et enfin, sa quatrième mission, il va autoriser ou refuser certains actes importants pour les curatelles et les tutelles, notamment les achats immobiliers, les ventes ou les donations.